C'est maintenant que je plombe l'ambiance. Donc on va parler des pervers narcissiques. Alors déjà, voilà, il y a un courant qu'il appelle pervers narcissique, c'est le courant psychanalytique. Le premier à avoir parlé de pervers narcissique, c'est Paul-Claude Racamier en 1986, c'est relativement récent. Un autre courant, c'est le courant cognitif et comportemental qui parle de manipulateurs. Et puis j'ai appris récemment que pervers narcissique ou manipulateur, c'est pas vraiment une catégorie nosographique aux États-Unis. Et aux États-Unis, ces gens-là, on les appelle psychopathes ou sociopathes. Attention, la définition américaine de psychopathe ou sociopathe n'est pas la même que la définition française, ça serait trop simple. Hein, donc voilà. Donc moi je dis pervers narcissique un peu par habitude et par facilité. Pervers narcissique, manipulateur, même combat, on parle bien de la même chose. La psychanalyse a plutôt tendance à s'intéresser à l'intrapsychique, c'est-à-dire à ce qui se passe dans la psyché des gens, etc. Les thérapies cognitives et comportementales ont plutôt tendance à s'intéresser à la façon dont ça se voit et dans le comportement des gens et dans leur manière de rentrer en relation. Donc ce sont deux faces de la même pièce. Et je propose qu'on laisse ici la guerre des psys. Hein. Je ne sais pas qui lave plus blanc, chacun s'occupe d'un morceau de la psyché humaine. Alors les pervers narcissiques. Alors vous avez dû remarquer que c'est un terme à la mode et une, si je puis dire, pathologie à la mode, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que ça permet de les repérer et comme on va le voir, ce sont des personnages toxiques. Donc les repérer, c'est pas plus mal parce qu'on évite qu'ils nuisent trop longtemps. Pour le pire, c'est qu'on va bientôt se jeter du pervers narcissique à la figure comme on s'est jeté de l'hystérique à la figure. On se l'est tellement jeté à la figure qu'aujourd'hui, les personnalités dites hystériques ont changé de nom dans la nosographie psychiatrique parce que c'est plus un diagnostic, c'est une insulte. D'accord ? Donc on va essayer de ne pas faire la même chose avec les pervers narcissiques et de rester précis. Hein ? Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que ce sont des personnages dont la fréquentation s'avère toxique pour la personne en face. Alors, il y a petite toxicité, on va dire désagrément léger, et grande toxicité qui va jusqu'à des désordres de la santé, physique, psychique, et je pense certains crimes parfaits commis par le truchement du suicide de la proie. Ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est pas moi, c'est lui qui était fragile psychologiquement, d'accord ? J'ai dit que je plombais l'ambiance, hein, donc je fais ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est parti. Donc voilà, cette petite ou grande toxicité, elle se varie avec deux éléments. D'abord la durée de fréquentation. Quand vous fréquentez une personne perverse quelques heures ou quelques jours, il vous en reste une légère irritation qui peut mettre quelques jours à passer. Quand vous l'avez épousé ou que c'est votre patron depuis 10 ans, ça commence à entamer la bête. D'accord ? Donc ça dépend du temps de fréquentation. Ça dépend aussi de la taille de la pathologie du pervers en face. Il y a des petits pervers légers qui sont juste un peu agaçants, la mouche du coche. Et puis il y a des grands pervers, on peut aller jusqu'à des figures effrayantes de criminels épouvantables. Hein. Voilà, on peut aller du petit tyran domestique, attention je vais être grossière, au salopard fini ou à la salope finie parce que ce n'est pas une exclusivité masculine. Voilà. Autre chose que je voudrais préciser pour commencer, c'est qu'il y a des hommes pervers narcissiques. Je vais utiliser le masculin parce que c'est l'habitude dans la langue française. Hein, pour utiliser le générique, on utilise le masculin. Sur les commentaires là-dessus, on fera une autre soirée. Mais il y a autant de femmes perverses narcissiques que d'hommes. D'accord ? Il y a des grandes figures qu'on a tous en tête, un peu mythiques. La femme fatale, vous savez, Greta Garbo avec son gant, qui dézingue les hommes sur son passage. Et puis des figures plus discrètes, Racamier les appelle les phalloïdes, qui sont, vous savez, quand on cueille un champignon toxique, une amanite phalloïde par exemple, et qu'on le met dans le panier, le champignon ne se fait pas forcément voir, mais il gâche tout le panier de champignons. Une personne de ce type, dans une équipe par exemple, dans un groupe, dans une famille, peut ficher en l'air toute la cohésion du groupe sans qu'on repère tout de suite de quoi il s'agit. Donc ça peut être des discrets, des pervers narcissiques de l'ombre, c'est pas les moins toxiques.
J'ai vraiment à cœur qu'on repère les perverses narcissiques femmes, parce que mon expérience de clinicienne, c'est que les hommes les repèrent moins et s'en plaignent moins, et souvent sont encore plus que les femmes sous l'emprise de la honte d'avoir été victime d'un abus, parce que c'est bien d'abus qu'il s'agit. Or, ils ont bien évidemment, autant que les femmes, besoin d'aide, ou en tout cas c'est OK qu'ils viennent en demander quand ils en ont besoin. Donc je suis un peu acharnée à insister sur le fait qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Dernière chose que je voudrais dire en propos liminaire, c'est que les pervers narcissiques portent deux masques comme superposés l'un sur l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu Y a-t-il un pilote dans l'avion, ça commence à être un vieux film, et à un moment donné il y a un ressort comique assez drôle, c'est que l'aviateur enlève une paire de lunettes et sous la première paire de lunettes il y a une deuxième paire de lunettes. Voilà. Et bien en fait le pervers narcissique c'est moins drôle mais c'est le même mouvement. Le premier masque il tombe, on va voir quand, c'est le masque de la séduction. Donc au début il ou elle est formidable, extraordinaire, voilà. Mais le deuxième masque, qui à mon sens est beaucoup plus toxique, c'est le masque de la normalité. La pathologie narcissique est une pathologie lourde. Certains psychiatres la classent parmi les psychoses, c'est le nom médical pour dire folie, je suis d'accord avec ça. Mais c'est une psychose qui ne se voit pas, c'est une psychose blanche. Du coup, pour comprendre ce que l'autre fait, tout le monde et les proies en particulier ont tendance à user des ressorts de compréhension dont on use avec des personnes normales. Du coup, on comprend et on comprend et on comprend et on comprend et on reste sous emprise. À un moment donné, le ressort qu'il faut activer, c'est le fait de comprendre qu'en face, on a affaire à une pathologie lourde. C'est pas le plus léger des ressorts à activer, hein. C'est pas le plus facile. D'accord, jusque-là tout va bien? Ok. Alors, ce qui est bien évidemment toxique, c'est pas la personne du pervers narcissique, aux dernières nouvelles elle n'est pas radioactive, c'est la relation avec elle. Donc je vais te donner quelques éléments sur la relation avec un pervers narcissique. Alors cette relation elle peut avoir lieu dans à peu près toutes les postures. Il y a des parents pervers narcissiques, on imagine qu'ils vont faire des dégâts, ils en font. Il y a des amoureux ou des conjoints pervers narcissiques ou perverses narcissiques, hommes ou femmes, qui font aussi pas mal de dégâts dans la mesure où dans une vie humaine, la relation la plus proche émotionnellement qu'on ait avec quelqu'un, c'est la relation avec son conjoint. Il y a les parents, puis après il y a le conjoint. Il y a des amis pervers narcissiques, eux aussi peuvent faire beaucoup de dégâts parce que ce sont des gens qui sont souvent très proches. Et puis il y a toute la sphère du pervers narcissique au travail, avec tout ce qu'on connaît du harcèlement moral. C'est aussi, enfin, le grand public a été mis en contact avec cette notion à travers le livre de Marie-France Hérigoyen qui s'appelle Le harcèlement moral, et elle commençait principalement par parler du harcèlement au travail. Ça fait beaucoup de dégâts, hein. Voilà. Et donc au travail, on peut avoir un pervers narcissique ou une perverse narcissique comme patron, comme collègue ou comme collaborateur. C'est pas parce qu'il est collaborateur qu'il est moins toxique, hein. Il est largement capable de dézinguer les couches hiérarchiques au-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, la relation avec un pervers narcissique, elle se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est un temps de séduction. Alors, la séduction perverse narcissique, elle est tout à fait particulière. Séduire dans l'espèce humaine, c'est un truc normal. Même dans l'espèce non humaine, ça s'appelle un comportement de cours en éthologie. Donc quand on est en comportement de cours, on prend qui on est, puis on l'enjolive. D'accord, les dames se maquillent, les messieurs se font beaux, on emprunte la voiture d'un copain qui est plus grosse, on fait montre d'une culture que pas un petit peu enjolivée, on essaye d'esquiver les détails un peu embêtants, on montre le meilleur, etc. Tout ça, c'est parfaitement ok et c'est comme ça qu'on fait. Hein, depuis toujours dans l'espèce humaine, c'est comme ça qu'on fait. La séduction perverse, elle a ça de particulier qu'elle est définitivement mensongère. Voilà. Elle est mensongère, c'est une imposture et elle a l'art et la manière
de vous donner exactement ce que vous voulez recevoir. C'est-à-dire qu'elle se place, si je parle comme une psychanalyste, dans le champ de votre désir. D'accord? Et comme dit une de mes amies, pour ne pas la citer, Nagélie Perrault, en général, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Mais ça va exercer un attrait extraordinaire. Je pense à une de mes clientes qui a rencontré alors un pervers grantin qui lui a, au départ de leur relation, servi tout ce qu'elle attendait avec un homme. Aujourd'hui, cette relation est terminée depuis un petit moment, mais elle dit qu'elle ne cesse de retourner vers ses premiers souvenirs en se disant « Mais bonsoir, c'était pourtant ça que j'attendais d'une relation, il était merveilleux. Il la sortait, il lui faisait des surprises, il était rentré dans un modèle de famille recomposée absolument délicieux, c'était un amour avec les enfants, tout était merveilleux. » Bon, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que il y avait 2-3 détails qui étaient plus embêtants. Par exemple, il avait introduit dans le couple une femme absolument délicieuse qui était prétendument sa meilleure amie à lui, qui est devenue sa meilleure amie à elle, jusqu'à ce qu'il se rende compte que du départ, cette femme était sa maîtresse. Enfin, des petits détails, on ne va pas s'arrêter là-dessus, c'est rien de grave. Voilà. Donc, la première phase, c'est la phase de séduction. Alors, je vous parle de séduction amoureuse, parce que après séduction, c'est la première chose à laquelle on pense. Mais bien évidemment, ça peut être la séduction lors d'un entretien d'embauche, ça peut être la séduction au début d'une relation amicale, l'autre se trouve, comme par hasard, être passionné par les mêmes sujets que vous, parler le même langage que vous, et puis avoir des idées vraiment novatrices, intéressantes, émoustillantes, stimulantes. Vraiment, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un qu'on a envie de fréquenter, d'accord? Ouais, dans tous les secteurs de la vie, cette séduction est possible. Évidemment, elle n'est pas nécessaire dans le rapport parent-enfant, hein, puisque là, de toute façon, on a le client captif du départ, donc là, il n'y a pas besoin. Alors, cette séduction, elle dure un certain temps, quelquefois un temps certain, jusqu'à ce qu'arrive une espèce de phase sine qua non, qui est le ferrage. Le ferrage se produit quand la proie du pervers, c'est-à-dire son partenaire privilégié, se trouve coincé d'une manière ou d'une autre et aura du mal à rétropédaler, à arrêter la relation sans y laisser des plumes. D'accord? Donc ce ferrage, il est évident entre parents et enfants. Aucun enfant ne peut se passer de ses parents. Dans la relation amoureuse, ça peut être un mariage, l'achat d'un bien commun, le roi des ferrages, les enfants. Dans une amitié, ça peut être les menus services ou les confidences qu'on a faites et dont on n'a pas vraiment envie qu'elles soient révélées sur la place publique. Dans le cadre d'une relation de travail, ça peut être tout simplement un contrat d'embauche ou la nécessité d'arriver au bout d'une mission ou que sais-je encore, compte tenu en plus des circonstances actuelles, quitter un travail n'est pas forcément la chose la plus facile qui soit. D'accord ? À partir du moment où le ferrage est opéré, les masques tombent et on voit apparaître le vrai visage, si je puis dire, du pervers et commence alors la relation toxique qui s'appelle en théorie la relation d'emprise. J'aime bien ce mot-là parce qu'on est vraiment... voilà, la captation commence à ce moment-là. Alors la relation d'emprise, elle a plusieurs... Je surveille le temps. Elle a plusieurs caractéristiques que je vais brosser brièvement, sauf si vous avez la nuit, auquel cas je vous parle toute la nuit et un peu demain matin, mais sinon, comme j'ai 40 minutes, on va faire bref. Donc, première caractéristique de la relation d'emprise, la prise de pouvoir et la domination. D'accord ? Le pervers assoit d'avoir le pouvoir. Il prend le pouvoir sur la pensée. Paul-Claude Racamier dit « la victime est comme décérébrée ». D'accord ? Il dit une chose, son contraire. Il remue la pensée de telle façon que la victime, au bout d'un moment, ne sait plus comment elle s'appelle, ni quoi penser, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais attends, tu m'avais dit la autre chose hier. Mais non, je ne t'avais pas dit ça hier, c'est toi qui as rêvé. Non, mais alors, j'ai pas compris. Alors, en fait, c'est pas... Mais si, non, mais t'as rien compris. Voilà.
il trouble la pensée, d'accord? On va voir qu'il ne fait pas que la troubler. Il trouble l'émotion, en soufflant le chaud et le froid, en faisant succéder de façon rapide des choses merveilleuses, chaleureuses, nourrissantes, et puis une critique acerbe appliquée de préférence au bon endroit pour que ça fasse bien mal, en maniant la culpabilisation, en faisant honte, en critiquant, de préférence dans les zones les plus sensibles, les plus fragiles pour chacun d'entre nous. D'accord? Ils ont un talent pour détecter ça. Et puis, curieusement, ils arrivent au final à faire aux proies des choses que d'elles-mêmes elles ne feraient pas. D'accord? Ils finissent par assurer leur emprise sur le comportement des proies. La deuxième caractéristique de la relation d'emprise, c'est la déshumanisation. Alors là, je ne sais pas vous, mais moi quand je pense déshumanisation, j'ai immédiatement des images de déportés pendant la Shoah ou à d'autres moments, de gens hagards, privés de leur humanité, privés de leur dignité. Mais au final, il n'y a pas tellement besoin d'aller jusqu'à Auschwitz. Quelquefois, l'appartement d'à côté suffit, d'accord? Puisque la déshumanisation, ça peut s'installer de façon relativement insidieuse. De différentes façons. Je déshumanise l'autre, par exemple, quand je ne tiens pas compte de son désir. Sur le moment, tu veux aller manger où et quoi, ou de désirs plus grands. D'accord? Je fais en sorte qu'au final, ça soit toujours mon désir qui triomphe. Je déshumanise l'autre quand face à lui, je manque d'empathie aimante. Alors là, on va faire un tout petit point, parce que on ne peut pas dire que le pervers narcissique manque d'empathie, mais il a une empathie très particulière. Donc, bref rappel, l'empathie, c'est quelque chose qui a été notamment illustré par Carl Rogers, par le grand Carl Rogers. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Roger Mucchielli dit joliment, l'empathie, c'est la capacité à comprendre trompette comme le musicien de jazz en face, alors que vous n'êtes pas musicien de jazz. C'est-à-dire vraiment à apercevoir le monde de l'autre à travers sa fenêtre. D'accord? Cette empathie, elle est naturelle, elle est à l'œuvre dès le premier jour de vie à travers les neurones miroirs. Après, elle est ou non cultivée, on s'en sert ou pas. Il y a des gens qui sont bien pourvus, d'autres pas bien pourvus. Et puis l'empathie pour l'autre, elle est aussi fonction de la façon dont on se comprend soi-même. Donc bon, voilà, là aussi on pourrait y passer la nuit. Ça, c'est l'empathie humaine, c'est l'empathie pour l'autre. D'accord? Il y a une deuxième forme d'empathie qui est intéressante, c'est l'empathie d'objet. L'empathie d'objet, c'est celle qui permettait à ma grand-mère couturière de dire pour cette robe, il faut 2 mètres en 140. C'est celle qui permet au peintre en bâtiment de dire pour repeindre cette pièce, il faut 15 litres. C'est celle qui permet à l'ingénieur en ponts et chaussées d'avoir une idée déjà de combien de tonnes de béton il va falloir couler pour faire ce pont. En général d'ailleurs, quand on calcule les choses plus précisément, on se rend compte qu'ils ne se sont pas trompés de beaucoup. D'accord? Ça, c'est l'empathie d'objet. Comment je vais pouvoir me servir de ce machin-là? Eh bien, le pervers narcissique a pour l'autre une empathie d'objet. L'idée n'est pas d'apercevoir le monde de l'autre à travers sa fenêtre pour lui faire du bien, pour se comprendre dans la communication, pour etc. L'idée, c'est d'apercevoir le monde de l'autre à partir de sa fenêtre pour voir à partir de quelle poignée je vais pouvoir l'accrocher pour lui faire ce que je veux lui faire faire. Je vous ai dit que je plombais l'ambiance, je vois les visages se décomposer. Ok. Et puis alors évidemment, le résultat de tout ça, et la dernière manœuvre de déshumanisation, c'est l'instrumentalisation, c'est-à-dire le fait de se servir de l'autre comme d'un instrument. On va le voir au service de son désir, de son plaisir et d'un plaisir assez méphitique qui est le plaisir sadique. Hein? L'autre est un instrument au service de ma puissance, de mon bon vouloir et de ma jouissance, pour le parler comme une psychanalyste.
Donc j'ai dit prise de pouvoir et domination, déshumanisation, dernière caractéristique de la... Donc il y a différents types d'intrusion. La première, c'est l'intrusion psychique. Isabelle Nazaraga, qui a écrit un magnifique livre sur le même sujet, qui s'appelle Les manipulateurs sont parmi nous, je vous le recommande, c'est un excellent ouvrage, donne dans ses critères de détermination de si l'autre ou non est un pervers narcissique, elle dit on parle de lui tout le temps et même quand il n'est pas là. Voilà, ça c'est un signe d'intrusion psychique. C'est quelqu'un à qui on pense en permanence. C'est quelqu'un dont on se demande en permanence, mais quand elle a dit ça, elle a voulu dire quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais si je fais ça, comment elle va réagir? Et la dernière fois, elle a aimé ça, mais est-ce que cette fois-ci, elle va aimer ça? D'accord? C'est quelqu'un qui occupe vos pensées. Annie Ernaux a écrit un roman qui s'appelle L'Occupation. C'est de ça dont elle parlait. D'accord? Cette intrusion psychique, cette permanence psychique. En permanence, on est gros ou grosse de la figure de ce tyran ou de cette dictatrice qui vous bouffe l'esprit, quoi, hein, et qui laisse moins de place pour le reste. Intrusion physique. Donc c'est la pénétration à des moments inopportuns, dans des lieux inopportuns. Donc ça peut être pour des parents, par exemple, la pénétration dans une salle de bain où l'adolescent se trouve déshabillé ou nu, sous prétexte que ça va, je t'ai langé, il t'est rien poussé. À l'adolescence, ça peut être compromettant. Ceci dit, il y a des intrusions dans l'autre sens, hein, quand on est papa ou maman, se promener en tenue d'Ève, alors que c'est pas vraiment la culture familiale. Quand on est norvégien, je dis pas, mais alors que c'est pas vraiment la culture familiale, c'est aussi une intrusion. C'est une espèce d'intrusion à l'envers, mais c'est une intrusion quand même. Dans un couple, même si on vit ensemble, il est intuitif et souvent pas verbalisé, mais on sait que quand monsieur est à tel endroit, à tel moment, il faut lui foutre la paix. C'est juste à ce moment-là que madame perverse narcissique va venir le déranger. On sait que quand ma chérie rentre du boulot, qu'elle a été stressée, qu'elle va prendre un bain, faut pas venir lui parler. Bah, c'est juste à ce moment-là qu'il venait à venir lui parler des comptes qui sont à découvert, par exemple, pour déstresser dans le bain. C'est pas forcément le sujet qu'on attend en premier. Ça peut être l'intrusion à tout moment, même d'un patron vis-à-vis de son assistante. Quand elle est en plein milieu d'un calcul complexe, venir l'intruser pour lui demander un truc urgent qui en réalité peut attendre, c'est aussi une intrusion. Vous voyez, il y a des... Et puis, ce sont des intrusions presque par moments impalpables, à laquelle d'ailleurs le pervers narcissique peut vous dire « Bah quoi, t'es parano aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que t'as mangé? T'es désagréable !» Oui, non, c'est une intrusion. Voilà. Voilà. Alors, l'autre intrusion qui est, je trouve, particulièrement pernicieuse parce qu'elle saute pas aux yeux. C'est ce que j'ai appelé l'intrusion temporelle. Alors, l'intrusion temporelle, d'abord, c'est bousculer l'agenda de la proie. On a tous, alors, soit des agendas variables, soit nos habitudes, et le pervers narcissique va s'ingénier à vous faire faire autre chose que ce que vous aviez prévu de faire au moment où vous aviez prévu de le faire. Traîner quand vous êtes en retard, vous presser quand vous êtes en avance, voilà, mettre le bazar dans votre agenda. Et puis il y a une intrusion temporelle qui est beaucoup plus subtile. Et c'est vrai que c'est un peu mon attention de somatopsychopédagogue qui m'a pointé l'œil là-dessus. En somatopsychopédagogie, on travaille beaucoup sur le rythme interne comme étant à la fois universel et à la fois signant, étant la signature de nos singularités particulières. Désaccorder le rythme interne d'une personne de façon très subtile, c'est l'exproprier d'elle-même. D'accord? Et ça, c'est comme la torture à la gégène, hein, ça laisse pas de traces. Hein. Par contre, ça fait bien mal et puis ça désorganise bien. D'accord? Dernière forme d'intrusion, l'intrusion relationnelle. Donc, d'une manière générale, on va dire que les pervers narcissiques s'ingénient à isoler leur proie. Isoler, la proie est plus facilement stressable
elle n'a plus aucun soutien social, hein, et donc on peut plus facilement lui tournebouler les pensées, la mettre sous stress émotionnellement, lui faire ce qu'elle ne voudrait pas faire. Il n'y a plus personne pour lui dire c'est curieux, tu faisais pas ça avant, ou c'est curieux qui t'ait dit ça, ou... D'accord? Ok. À cette relation d'emprise répond en général un déni de l'entourage, c'est-à-dire que longtemps, quelquefois de façon permanente, l'entourage autour ne voit pas ce qui est à l'œuvre. Alors il ne voit pas ce qui est à l'œuvre pour deux raisons. La première raison, c'est que ça ne se voit pas dehors. Hein, oh, ton mari est charmant, quel amour d'homme! Il est capable de vraiment... C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, effectivement, à l'extérieur, ça ne se voit pas, d'une part. Et d'autre part, parce que prendre conscience de ce dans quoi est la proie est angoissant. Et que on n'aime pas beaucoup l'angoisse, hein, donc on évite. Et au final, je ne vais pas critiquer l'entourage, simplement pour les proies, c'est compliqué. Alors il y a 3 formes de déni. La première forme, c'est le déni pur et simple. Mais enfin, Geneviève, non, ton mari n'est pas pire que les autres, tu sais bien que tous les hommes, gna gna gna. Mais non, François, ta femme n'est pas particulièrement toxique, c'est bien connu, attention, je vais être grossière, toutes les femmes sont des emmerdeuses. Donc c'est pas plus, pas moins qu'une bonne femme. Voilà. Première forme de déni, c'est pour entendre des proies depuis des années souvent, c'est infiniment douloureux, hein, parce que la proie se sent seule avec son fracas et n'a personne à qui en parler. Deuxième déni, pernicieux, toxique, qui est aussi à l'œuvre, je le déplore infiniment, j'ai même envie de dire que ça me fâche, dans certaines écoles de pensée psychologique. Deuxième déni, le déni, ça l'arrange bien. Le déni, ça l'arrange bien. C'est-à-dire, si à lui ou à elle, il lui arrive quelque chose, c'est bien que d'une manière ou d'une autre, il ou elle y est pour quelque chose. D'accord? Il y a un livre qui m'a fait froid dans le dos quand je l'ai découvert il y a fort longtemps, qui s'appelle, vous êtes bien assis, Le pervers narcissique et son complice. Le complice, c'est la proie. Alors là, c'est double peine, hein, pour la proie. C'est non seulement tu es prise dans une relation dont tu as un mal de chien à sortir, mais en plus, c'est un signe de ta pathologie mentale. Le petit masochisme comme ça, voilà. Alain Crespel, feu mon maître, disait que l'idée même de masochisme était une insulte au visage de l'humanité et que simplement, quelquefois, nous nous mettons dans des choses difficiles parce que pour un être humain, le sens prime sur le confort. Pour moi, je suis profondément d'accord avec ça. Dernier déni, le déni chacun pour soi. Celui-là, il est souvent à l'œuvre au travail parce qu'on aperçoit bien que Georges est en relation vraiment toxique avec Hubert, son patron, mais on aperçoit aussi très très clairement qui est Hubert et qu'il vaut mieux pas venir soutenir Georges parce qu'on va être pris sous le même feu. Et donc, chacun pour soi. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est ce qui explique que dans certaines équipes, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais les proies de harcèlement sont isolées. Ce qui, évidemment, ne contribue pas à les faire se sentir mieux. Ça va toujours? Donc, Nathalie, tout à l'heure, citait le stress. Effectivement, à la fois un des moyens et une des conséquences de la relation d'emprise, c'est le stress de la proie. Le stress, c'est une réaction à toute demande d'adaptation exceptionnelle. Que cette demande d'adaptation soit liée à une maladie physique, à un excès de bruit ou à un désordre psychique, c'est toujours la même réaction, c'est une réaction non spécifique. D'accord ? C'est d'abord une réaction du corps, et ensuite, ou dans le même mouvement, parce que corps et esprit c'est la même chose, une réaction psychique. D'accord ? L'ennui avec le stress, alors, c'est une réaction nécessaire et vitale qui vise à nous faire bander toutes nos forces pour nous adapter à la situation nouvelle, nous adapter aux défis,
guérir, faire face, traverser. Voilà, génial. On a tous connu des moments de stress qui nous permettent d'être meilleurs. Je disais à mon camarade de jeu tout à l'heure, un quart d'heure avant le début de l'intervention, que je commençais à sentir le trac. Et je me disais, bienvenue le trac, parce que c'est un léger stress qui va me permettre d'être le mieux possible. Voilà, si c'est un trac trop gros, ça me coupe mes moyens. Mais si c'est un trac suffisant, ça me permet le petit coup d'adrénaline qui me permet de démarrer. D'accord ? Quand ça monte, ça nous permet de nous adapter et ça redescend, tout va bien. Le stress a fait son boulot. Mais quand la situation dure et dure et dure et dure et dure et qu'on ne s'en sort pas, le stress devient chronique et destructeur. Il est destructeur pour le corps et il génère à la fois il génère des maladies qui sont d'abord des maladies de fonctionnement, infections chroniques, diarrhée chronique, crampes d'estomac, et j'en passe et des meilleurs, qui finissent par être des maladies dites organiques, c'est-à-dire que là, ça n'atteint plus seulement la fonction, mais ça atteint l'organe lui-même. À force d'avoir des crampes d'estomac, je finis par décompenser un ulcère, c'est-à-dire je me fais un trou dedans. Hein. Et puis, ça entraîne aussi un dysfonctionnement psychique, notamment autour d'une espèce de focalisation sur le problème et d'obnubilation sur le problème. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de troubles de la pensée et d'occupation. Nous y voilà par un autre chemin. C'est au même endroit. D'accord ? Ça induit une espèce de... Si je parlais comme tout le monde, je dirais ça induit une fixette. Hein, et on n'a plus que ça à l'esprit. D'accord ? Ça réduit le champ d'attention, ça réduit le champ de pensée, ça réduit bien évidemment le champ émotionnel, ça réduit le champ vital et à force, ça expulse de soi-même. De ce soi-même qui naît au moment où je suis à la fois en contact avec mon corps et avec mon esprit. De cet endroit que je retrouve de manière très forte et que je recherche à travers ça, à travers la méditation, notamment la méditation de pleine conscience. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. D'accord ? Donc, en dehors des moments de méditation, quand je suis assise dans mon café belge préféré à siroter un café filtre tout en laissant délicatement fondre un chocolat Léonidas dans ma bouche et que je me dis « Ah, c'est cool la vie quand même !» Je suis vraiment à l'intérieur de moi. Le stress, ça fait que le chocolat n'a plus de goût, que le café filtre, je ne me souviens même pas que je l'ai bu et que je n'entends du café que le bruit des serveurs. D'accord ? Ça m'expulse de moi-même. D'accord ? Évidemment, le pervers narcissique a beau jeu à ce moment-là de continuer à manipuler la proie. Ça y est, il la tient. Ça roule ? Tout va bien ? Alors, il y a du Prozac en vente au premier étage à l'issue de ce que je raconte. Bon, comme d'habitude, j'ai laissé passer du temps. Alors, la dernière fois, c'était la première fois que j'ai fait cette intervention ici. Il y a eu une intervention que j'ai trouvée intéressante dans l'Assemblée parce qu'à force d'en parler, j'ai le nez dessus, je ne vois plus. Il y a un des messieurs qui a dit tout ça c'est bien joli, mais c'est vachement flou la notion de pervers. Donc je me suis dit que cette fois, j'allais vous donner quelques critères diagnostiques pour permettre de repérer ça. Évidemment, c'est pas pour faire de la vente forcée, mais dans mon bouquin, c'est plus détaillé. Là, j'ai 40 minutes. Dans le bouquin, j'ai presque 300 pages, donc c'est un peu plus fourni. Donc, le pervers narcissique, attention, là, je vais enfoncer une porte ouverte avec un grand élan. Il est à la fois pervers et narcissique. Vous m'avez suivi jusque-là ? Bien. Donc, comme je vous l'ai dit dans ce sens-là, maintenant, je vais le dire dans l'autre. Donc, d'abord, il est narcissique. Nota bene, il y a des gens qui sont que narcissiques. Ceux-là, ils sont agaçants, mais ils ne sont pas forcément toxiques. Ils sont juste un peu compliqués à supporter. Alors, les personnalités narcissiques, on pourrait les décrire comme des gens qui sont addicts. Ils développent une addiction pathologique à la reconnaissance. Voilà. Ils ont, alors Jiddu Krishnamurti, qui est un sage indien que vous connaissez probablement, qui est un de mes grands amours, dit « Ne faites jamais quelque chose pour être quelqu'un ». Eh ben, c'est tout le contraire. Eux, tout ce qu'ils font, c'est pour être quelqu'un. Voilà. Ils ne font jamais les choses pour faire les choses, ils font les choses pour qu'on les voit faire les choses et qu'on les reconnaisse comme les ayant fait. Forcément, parfaitement. S'ils les ont fait pas bien, c'est de votre faute. C'est clair.
Alors, ils sont accros à la reconnaissance, ils sont accros à leur image. Et alors, pour eux, c'est vraiment un piège. C'est d'autant plus piégeant que l'image qu'ils renvoient est une imposture. Ah. Parce que le besoin de reconnaissance, on l'a tous. Nous ne sommes nous-mêmes que grâce au regard de l'autre. Je ne sais plus qui dit la relation à l'autre est un voyage vers soi. Bien évidemment, l'être humain n'est un être humain que parce qu'il est vu, reconnu, considéré. Du berceau jusqu'à la tombe. D'accord? Donc le besoin de reconnaissance, il est OK. Mais là où son besoin de reconnaissance est un piège pour le pervers narcissique et pour le narcissique, c'est que pour être reconnu, il faut 3 conditions. La première, c'est considérer que le regard de la personne en face est valable. C'est-à-dire considérer l'autre en face comme une personne humaine, comme moi-même. Pas de bol, il ne le fait pas. Deuxième condition, il faut que je sache ce que c'est que l'amour. Alors, de l'amour du parent à l'amour amoureux, à l'amour plus universel. Pour être reconnu, il faut que je sache ce que c'est que l'amour, c'est-à-dire il faut que je puisse en recevoir. Là, on ne parle même pas d'en donner, on parle d'en recevoir. Mais si je ne sais pas recevoir de l'amour, c'est ballot pour la reconnaissance, ça ne va pas le faire. Troisième condition, pour être reconnu pour moi, là, attention, deuxième porte ouverte avec un grand élan, il faut que je sois moi. Parce que si je donne à voir un masque, au grand maximum, je suis reconnue pour le masque. Donc là encore, c'est loupé. Donc vous voyez, il court après une reconnaissance qu'il n'obtiendra jamais puisque les conditions de base ne sont pas remplies. Et donc c'est un tonneau des Danaïdes. Il remplit et ça se vide au fur et à mesure. Et donc il est en permanence en train de pomper tout son entourage de reconnaissance. C'est une soif inextinguible. Et légèrement fatigante pour l'entourage. Donc, à quoi on le voit? D'abord à l'exagération de ses hauts faits. D'accord, l'emphase perpétuelle qu'il met à parler de lui, c'est un petit jogger du dimanche, tout ce qu'il y a de plus de jogger du dimanche. Et alors, quand il vous raconte ses sorties pour courir, on dirait qu'il a fait 4 fois le marathon. Le besoin permanent d'être au centre de l'attention, c'est au centre ou rien. Les rêveries grandioses, un jour je serai président de la République, qui induisent une chose à laquelle, à mon sens, on sent la psychose, qui induit un machin que j'ai appelé subdélire. C'est-à-dire que c'est de temps en temps, ils vous racontent des histoires sur eux-mêmes qui sont pas vraies, qui sont enjolivées, qui sont dorées à leur fin. Et puis le pire, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont l'air d'y croire. Voilà. Voilà. Et là, moi qui ai bossé avec des délirants, des schizophrènes et paranoïaques, franchement, ça a l'odeur du délire, mais c'est léger. Vous voyez, quand quelqu'un me raconte qu'il y a un martien qui lui a piqué son pantalon jaune pour aller sur Alpha du Centaure, je pense qu'a priori, ça ne doit pas être vrai. Mais quand quelqu'un me raconte qu'il conjugue l'ENA, le MIT et un diplôme de je ne sais pas quoi encore plus ronflant, je me dis si ça se trouve, c'est vrai. Vous voyez, enfin, voilà, et c'est ça qui est confusionnant, c'est que, voilà, et même quand vous connaissez la personne, elle vous le soutient avec tellement d'aplomb qu'au bout d'un moment, vous ne savez plus comment vous vous appelez. D'accord ? Ok, ça c'est le subdélire. Voilà. Ce sont des gens qui ont besoin d'un fan club. Parce que forcément, le personnage qu'ils se composent est mensonger et factice. Et donc, ils ont besoin de gens pour leur confirmer que oui, c'est la plus belle, la plus forte, la plus talentueuse, la plus... Oui. Ah, il faut des gens pour tenir le plâtre. Parce que ça s'effrite, hein. Voilà. Ce sont des gens qui ont des relations qui sont souvent sur le mode idéalisation-rejet. Ça aussi, c'est un fonctionnement qui tient à leur pathologie narcissique. Idéalisation. Je suis une femme exceptionnelle.
je ne peux que fréquenter des gens exceptionnels. Et vous, tel que vous êtes, vous m'appartenez que vous soyez exceptionnel. Parce que, comme nous nous fréquentons, votre talent me renvoie à une certaine valorisation. Ça marche un petit moment. Puis au bout d'un moment, vous finissez par m'énerver, être à ce point exceptionnel. D'ailleurs, vous m'énervez tellement que je vais vous détruire. Et là, je vous rejette et je vous critique à la mesure de ce que je vous ai encensé. La roche tarpéienne est proche du Capitole. D'accord? Donc, quand on regarde le parcours relationnel des pervers narcissiques, souvent, on voit des relations, alors ça peut être sur 2 ans, ça peut être sur 20 ans, mais qui fonctionnent comme ça. Idéalisation et rejet, voire destruction. Bon. Voilà, ce sont des gens qui sont certains d'avoir des droits spéciaux, eu égard à la spécialité de leur personne illustre. Ce sont des gens qui sont dans le mépris et qui se valorisent à vos dépens. Ils se valorisent en comparant et en se trouvant mieux. Donc ce sont des gens qui peuvent être compétiteurs et compétiteurs de façon très destructrice. Ce sont des gens, on l'a dit, je ne vais pas y revenir, qui manquent d'empathie. Et puis alors, qui fonctionnent sur 2 affects tout à fait particuliers, pas pathognomonique, mais presque. Pathognomonique, c'est un gros mot pour vous montrer comme je suis intelligente, mais c'est surtout un gros mot très pratique qui veut dire pathos, c'est la pathologie, et gnomon, c'est le savoir. Donc un signe pathognomonique, c'est un signe qui permet de savoir que c'est cette maladie-là et pas une autre. D'accord? Il n'y a pas de mot dans le langage normal pour dire ça. Mais c'est pas pathognomonique, mais ça pourrait être. Ce sont des gens qui fonctionnent sur 2 affects très spécifiques qui sont l'envie hostile, envie au sens de pas j'ai envie d'une glace, mais je suis envieux. Donc c'est des gens que le fait d'être envieux rend hostile et destructeur. Premier affect. 2e affect, la rage narcissique. Il paraît qu'Adolf Hitler, quand il piquait des rognes, il se roulait par terre et il mordait les tapis. Voilà. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pour les vioques ici qui ont connu McEnroe, vous vous souvenez des rages de McEnroe avec sa raquette qui engueulait, qui cassait les raquettes, etc. C'est ça la rage narcissique. D'accord? Chez certains patrons, ça peut prendre l'allure de lancer de dossier, vous voyez? Tout d'un coup, voilà, ça hurle, etc. Et ça ne hurle pas à l'extrême limite parce que, pour une raison qui nous paraîtrait normale, ça hurle parce que tout d'un coup, leur personnage s'est trouvé déconsidéré. Et alors, ça va très très vite qu'ils se trouvent déconsidérés. Il suffit de les faire attendre 10 minutes. Voilà. Ça, c'est l'aspect narcissique. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que ça, c'est relativement soft et il y a des gens qui s'arrêtent là. Mais le pervers narcissique, comme je l'ai dit, il combine. Et donc, il combine un aspect beaucoup plus méphitique, beaucoup moins humain. Parce qu'à la limite, le narcissique, il peut faire un sourire. Il est agaçant, mais il peut faire sourire. Le pervers, il fait beaucoup moins sourire. Le pervers, il ne fait pas sourire parce que sa jouissance, c'est le pouvoir sur l'autre. Et le fait de lui faire mal. Parce que, punaise, le nombre de mecs que j'ai dézingués, ça dit quelque chose sur ma séduction, non? Ça dit à quel point je suis une femme merveilleuse, non? D'accord? Voilà. J'assois ma jouissance sur le fait d'avoir fait souffrir l'autre. Ça me... Enfin, bon, je ne vais pas vous le mimer 25 ans, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est aussi la jouissance des tortionnaires, c'est la jouissance des serial killers, enfin, ça peut aller bien loin, ça peut aller bien loin, bien sombre. Je ne vais pas totalement nous gâcher la soirée, donc après vous allez voir dans les thrillers, il y en a plein. Alors, quelques signes de perversion, les signes de perversion, bien évidemment, on l'a déjà croisé, l'instrumentalisation de l'autre. L'autre n'est pas un être humain, c'est un objet au service de mon plaisir. La transgression des lois, petite ou grande, avec une absence absolue de remords. Bah quoi? La démission de la responsabilité. En gros, la règle est simple, si c'est bien, c'est moi, si c'est mal, c'est les autres. La répartition est équitable. La violence verbale, physique, et la pire de toutes, la violence psychologique.
Il y a dans un des derniers Pénac, dans la série des Malocènes, je crois que c'est dans Monsieur Malocène, une scène très illustrative de ça. Une petite fille se fait enlever et se trouve dans la voiture. Elle est orpheline, elle est élevée par sa grand-mère. Et elle se trouve dans la voiture de ses ravisseurs avec l'homme qui l'a enlevée et une femme. Et cette femme se retourne vers la petite fille qui est bien évidemment déjà très stressée par le fait de s'être fait enlever. Et elle lui dit tu es élevée par ta grand-mère? Oui, dit la petite fille. Tu l'aimes, hein, ta grand-mère? Oh oui, dit la petite fille. Elle t'aime aussi, tu sais. Elle est vivante parce que tu l'aimes. D'ailleurs, le jour où elle mourra, c'est que tu ne l'auras pas assez aimée. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de... Hein, voilà. La violence psychique, c'est ça. La violence psychologique, c'est ça. C'est pas très facile à faire quand on n'est pas virtuose, mais les pervers narcissiques font ça très bien. Dernière caractéristique de la perversion, c'est le manque de relations d'attachement vrai. Ce sont à l'évidence des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'amour. Enfin, après tout ce que j'ai raconté, c'est une évidence. Ni l'amour, ni l'amitié, ni l'amour des enfants, ni... voilà, hein, ni Eros, ni Agapé, ni Philia, ni tout ce que vous voudrez. Non, niet, ils ne savent pas. L'autre est un instrument. Enfin, si, ils aiment, comme j'aime mon sac à main, quoi. J'aime beaucoup mon sac à main, hein, mais ça ne va pas plus loin. Je peux encore 5 minutes? Oui, grand maximum. Grand maximum. Oh la vache. Ok. Alors, j'ai fait... en 40 minutes, on ne peut pas faire plus. J'ai fait dans le bouquin un long développement sur les proies, sur les conséquences sur les proies, sur la personnalité particulière des proies. Ouvrez grand vos oreilles et retenez ce que je dis. La principale caractéristique de personnalité des proies, c'est qu'elles sont des personnes riches. Vous imaginez pas qu'il va s'aboucher sur quelqu'un qui n'a rien à voler. D'accord? Donc là, paradoxalement, la caractéristique principale, c'est la richesse et quelque chose autour de la santé et de la joie de vivre. Et puis quelques fragilités, je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas les fragilités qui sont là en premier. D'accord? Je voudrais juste dire quelques mots pour expliquer pourquoi la proie du pervers n'est pas son complice. Je voudrais juste parler un tout petit peu des difficultés de sortir d'une relation d'emprise. Il y en a plusieurs. La première difficulté, elle est liée au ferrage lui-même. Quand on a 3 voitures, une maison, 5 enfants et un morceau de l'exercice professionnel en commun, s'en sortir, c'est coton. Surtout que le pervers, là derrière, ou la perverse, va s'y entendre pour sortir les dents, les griffes et tout ce qu'il faut pour racler les fonds au maximum. D'accord? Jusque et y compris des manipulations effroyables pour la garde des enfants tant que les enfants sont mineurs. Donc, de temps en temps, les parents y regardent à 2 fois. L'autre difficulté, qui est aussi une difficulté pour les cliniciens, c'est la difficulté liée au fait d'admettre que l'autre est pervers narcissique. Mon expérience avec les proies qui viennent me voir, alors celles qui ont lu mon bouquin et qui ont déjà fait le diagnostic, ça non. Mais celles qui arrivent parce qu'elles sont déprimées et avec qui je détecte que le problème il est dans cette relation-là, je passe un temps, mais long, hein, entre 1 et 2 ans, à ce que la personne arrive en me disant « Ouais, vous avez raison, ouais. » Et puis la fois d'après « Mais non, c'est pas ça, c'est moi. » Puis la fois d'après « Non, mais en fait, c'est vrai, vous avez raison. » Puis la fois d'après « Bon, alors là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de moi et qu'on arrête de dire du mal de... » Voilà. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. C'est long à admettre. C'est long à admettre. Hein, pour plein d'états de raisons, c'est long à admettre. Les difficultés aussi, elles sont liées aux difficultés des renoncements nécessaires. Renoncer à se faire comprendre. C'est très très compliqué quand on est en conflit avec quelqu'un de se dire il ou elle ne comprend pas et ne comprendra jamais. C'est très très difficile, bien plus difficile qu'on y croit. Renoncer aux beaux rêves. D'accord? Ce job, c'est tout ce que j'aimais. Et je dois le quitter. Et puis renoncer, les proies en général sont des personnalités riches et ce sont un petit peu aussi des bisounours, des gens très généreux avec des beaux rêves et des beaux idéaux. Et c'est difficile d'admettre que dans le monde, le mal existe, c'est-à-dire que même si on est très 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 compréhensif, très 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 gentil, très 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 généreux, très 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 tout ce que vous voulez, en face, ça va quand même pas
bouger les choses. Ça, c'est très très difficile d'admettre ces choses-là pour un certain nombre de proies. Encore deux, j'ai fini. Une autre difficulté, c'est celle qui est liée à l'état général de la proie. Sous stress, décérébrée, épuisée, expropriée d'elle-même, vide, une peau de banane sans banane dedans. Comme c'est un combat, quitter une relation d'emprise, vous voulez qu'elle la prenne où l'énergie? C'est vraiment compliqué, hein, il faut vraiment un sursaut de survie. J'ai une de mes proies qui est venue me parler un moment, puis qui est repartie, avait 70 ans, bien cognée, dépressive chronique, sous antidépresseur depuis des années, des soucis de santé, et n'ayant pas travaillé depuis 40 ans, mariée à un pervers narcissique. Vas-y, divorce-toi. Voilà. Et puis enfin, et j'en terminerai là, la dernière difficulté pour sortir de l'emprise, qui peut aussi être un avantage, c'est la difficulté liée à l'entourage de la proie. Hein, l'entourage peut avoir deux défauts qui vont empêcher la proie de s'en sortir. Le premier, c'est le déni, on l'a déjà vu. Et le deuxième, et alors là pour l'entourage c'est coton, c'est la pression excessive à quitter. Il faut, quand on est l'entourage d'une proie, d'une personne sous emprise, il faut trouver le parapet qui est très fin entre dire mais non, mais non, mais non, et dire mais quitte-le ou quitte ce job ou laisse ce copain tranquille. Il faut trouver le parapet où on est d'abord des oreilles et une toute petite parole fluette, légère, de temps en temps, saupoudrée. Hein, c'est difficile, par exemple quand on aime fort, quand on a de l'intérêt pour une personne qui est sous emprise, c'est difficile de ne pas lui hurler tire-toi. Mais si vous faites ça, vous allez la coincer. Voilà ce qu'en 40 minutes je pouvais vous dire sur les pervers narcissiques. On va bien sûr poursuivre. Donc, dans un premier temps, je crois que nous pouvons commencer par applaudir Anne. D'abord, je la remercie. Avant la pause, nous ferons une pause d'ici un petit quart d'heure. Je propose qu'il y ait 2 ou 3 questions. Ce que je propose, c'est que les questions soient suffisamment courtes pour que tout le monde puisse participer, ou en tout cas presque tout le monde puisse participer. Et ça peut être ce que j'avais dit tout à l'heure, pas seulement des questions, des témoignages ou autres. Donc soyez le plus concis possible, tout en étant quand même en disant suffisamment ce que vous avez à dire. Alors, je vais t'emprunter le micro. Qui a besoin de poser... Voilà, d'accord, donc 1, 2, 3 personnes, 4 personnes. Je t'en prie, vas-y, c'est moi qui tiens le micro. Vous avez dit qu'il faut y aller doucement quand on a repéré qu'il y a une victime. Mais parfois, quand ça peut être un adolescent et qu'on voit qu'il ne va pas bien, que ça devient urgent, comment on peut faire? Parce que... C'est là que c'est dur. Quand il va vraiment pas bien, et que nous, on a compris qu'il était comme dans... Il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est de ne pas rester seul en tant que parent et d'aller chercher de l'aide professionnelle. Alors, ça peut être de l'aide psy, mais ça déclenche des allergies. Ça peut être des aides indirectes, je pense notamment à la somatopsychopédagogie, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est parce que c'est un chemin que je connais bien, qui, à travers le fait de soigner le stress physiquement, va finir par amener l'ado à parler aussi de sa situation. Il faut que l'ado accepte d'aller voir quelqu'un. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sinon, essayez voir le médecin de famille. Des fois, il y a encore, Dieu merci, des médecins de famille vraiment formidables qui trouvent la parole juste. Ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure est encore plus vrai à l'adolescence. Vous savez bien qu'il suffit de dire plus de 2 fois que la quiche est bonne pour qu'il n'en veuille pas. Voilà. Et donc, il suffit de dire plus de 2 fois que le copain est nul pour qu'il reste collé. Et donc, il faut vraiment faire attention de les braquer. 3e conseil, ce sont les parents qui doivent aussi s'occuper de leur inquiétude. Parce que c'est infiniment douloureux aussi pour les parents, bien évidemment. Ça fait partie des dégâts collatéraux dont je n'ai pas parlé,
mais il y a, je dirais, le couple sous emprise, et puis il y a les personnes autour qui en prennent plein la figure aussi. Anne. Corinne. Et les Anne de... Pardon. Voilà. Alors attention. Oui, vas-y. Je suppose que les pervers narcissiques ne consultent pas. Donc, dans la population des proies, est-ce que votre expérience met en évidence des parcours particuliers de vie qui conduisent à être plus facilement proie, même si on est fort? Oui. C'est gentil parce que du coup vous m'amenez à dire des choses que j'avais pas eu le temps de dire. Oui. Alors les proies sont des personnes qui ont des profils très particuliers. Ce sont à la fois, je l'ai dit, des gens riches, intellectuellement, affectivement, matériellement parfois, généreux, ouverts, gais, des chouettes personnes quoi. Avec bien souvent, là où le bas blesse, c'est, alors attention, je vais sortir les grands mots parce qu'il n'y en a pas de plus petits, mais on respire, avec quelque chose de l'ordre d'une problématique abandonnique. Alors, soyons clairs, l'abandon, personne n'aime ça. Personne. Dire, il n'y a pas un type psychopathologique qui est touché par les chagrins d'amour. Personne n'aime ça. D'accord, se retrouver seul comme un couillon quand tout le monde est parti et qu'on a l'impression d'être laissé sur le bord de la route, personne n'aime ça. Les personnes qui ont une problématique abandonnique sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, à cause de leur parcours de vie, n'ont pas pu totalement installer leur légitimité existentielle. Ça va si je le dis comme ça? Ok, ça va pour tout le monde? Parce que c'est quand même un gros mot, hein, mais ça va. Ok. Et donc, qui ont encore un besoin d'aller finir de parfaire cette légitimité existentielle dans le regard de l'autre. Alors quand l'autre en question est une personne normale et aimante, on peut finir le boulot comme ça. Quand l'autre en question est un prédateur, ça tombe mal. Et alors, correspondent, il n'y a pas que ces gens-là, mais correspondent particulièrement à ce profil, les personnes dites précoces, surdouées, surefficientes ou zèbres, voilà, qui sont très précisément des gens riches, intelligents, généreux, hyper empathiques, délicieux, gays, machin, et avec une problématique abandonnique qui est presque structurelle pour eux, parce que comme ils ont dû grandir avec une différence, j'aime à dire que la douance c'est un handicap positif. Comme ils ont eu à grandir avec une différence, même si c'est une différence positive, ce sont des gens qui restent toujours un peu en crainte de se faire rejeter ou ostraciser parce qu'à un moment donné de leur histoire, ça leur est forcément arrivé. Et donc ça les fragilise. Donc c'est par là que le prédateur peut les attraper, si je puis dire. Moi, je me pose un peu la question de ce que vous dites, il y a quand même des tonalités de victimisation, et s'il n'y avait pas non plus beaucoup d'histoires d'abus derrière ces proies. D'abus, dans quel sens? Sexuels. Non, pas spécialement. Il y en a, mais il n'y en a pas plus que dans le reste de la population. Il y a effectivement les enfants de pervers qui sont pas forcément des qui sont quelquefois, mais qui sont pas forcément des abuseurs sexuels. Les enfants de pervers deviennent plus facilement des proies de pervers, juste parce qu'ils ne repèrent pas les caractéristiques dysfonctionnelles, puisqu'ils les connaissent. C'est le goût de la soupe de mon enfance. Hein. Maintenant, pour ce qui est de l'abus à proprement parler sexuel, pas particulièrement. La perversion narcissique peut aller de pair avec une perversité sexuelle, mais pas nécessairement. Voilà. Simplement, la sexualité des pervers narcissiques, on le voit bien, n'est pas une sexualité oblative, généreuse, partagée, amoureuse. C'est une sexualité prédatrice qui se sert. Bon, ça d'accord. Elle n'est pas forcément toujours de traviole, quoi. Hein, ça peut être une sexualité normale, juste franchement égoïste. Alors, une dernière question avant la pause, puis ensuite on fait la pause. Qui a posé? Oui. L'origine comment ça se fait qu'il y ait des gens comme ça, voilà. Et est-ce que, je sais pas,
point de vue darwinien, est-ce qu'il y a une sélection qui a fait que ces gens-là sont, je sais pas, peut-être. Bon alors, si vous me lancez sur Darwin, vous me lancez sur le débat entre Linné et Lacky, vous avez la nuit ou pas? Non. Oui, il faut au moins 10 jours, voilà. Puis après, il faut qu'on discute, parce que j'imagine qu'on discutera. Donc, on va laisser Darwin de côté. Alors, on a une idée de comment on devient pervers narcissique. Je vais vous la donner. Avec cette précaution absolument nécessaire, qui est que ce que je vais dire a une valeur rétrospective. Je prends un pervers narcissique 2, 3, 4, 12 et je regarde ce qu'il y a de commun dans leur parcours et je trouve des éléments communs. Par contre, j'évite absolument, sinon je vous retire votre ceinture noire, de prendre un enfant à qui il arrive la même chose et de dire « Ah, ça va devenir un pervers narcissique ». C'est monstrueux, c'est souvent faux et c'est souvent une prophétie autoréalisatrice. Donc en plus, on crée ce qu'on craint. Donc voilà, jamais de prospective en psychologie, jamais, jamais. Bon, maintenant, rétrospectivement, oui, on a quand même une petite idée. Je vais essayer de vous la jouer courte, là c'est un peu compliqué. En gros, élever un enfant, pardon, hein, tout ça va faire rigoler tout le monde tellement c'est caricatural. Élever un enfant, c'est faire deux choses. C'est l'accueillir, lui dire qu'on est content qu'il existe, qu'il a le droit d'exister et que dans son existence même, il est légitime, premièrement. Deuxièmement, pousser les coups de gueule nécessaires pour lui mettre les limites. Alors, ça peut dysfonctionner de différentes façons. D'abord, un enfant peut très bien ne pas avoir été suffisamment légitimé existentiellement, parce que maman est déprimée, parce que c'est la guerre. J'en parlais ce matin avec un de mes clients dont la mère a traversé la dernière guerre. Et il me disait, je me sentais pas aimée, mais je viens de réaliser que entre 39 et 45, mon père était officier, ma mère pensait plus à son mari au front qu'elle ne pouvait me donner d'amour. Hein, donc voilà. Donc l'enfant n'a pas été assez légitimé existentiellement. Et sur cette personnalité qui est fragile à la base, il reçoit les coups de gueule et les taloches qui vont bien. Mais ce qui va impacter un enfant correctement quand il a été suffisamment aimé, c'est-à-dire, moi, existentiellement, je suis OK, ce que je viens de faire n'est pas OK. Quand je ne suis pas légitimement assurée, quand le parent me dispute, c'est comme s'il remettait mon existence en question. Donc c'est infiniment douloureux. Et donc, un certain nombre d'enfants peuvent décider, si on me permet ce mot, peuvent prendre le chemin défensif de se dire « je ne suis pas critiquable parce que je suis idéal ». Quand quelque chose ne va pas, c'est la faute à les autres. Et c'est une posture qui se prend tellement précocement qu'au bout d'un moment, ça devient une seconde nature. En psychanalyse, ça s'appelle fusionner le moi et l'idéal du moi. Il y a une deuxième manière qui est très postmoderne, très contemporaine, à mon sens, qui est le parentage, qui croit bien faire, en plus, c'est ça qui est terrible, qui légitime existentiellement, mais qui ne donne pas de limites, ou pas assez de limites, et qui ne fait pas du petit homme un sujet de loi, la loi étant ce qui permet la relation et ce qui humanise. D'accord ? Puisque la loi, elle s'applique pour vous, pour moi et pour le petit, au même titre, c'est un tiers. D'accord ? Ça vous humanise, ça m'humanise, voilà. C'est souvent le cas, par exemple, de mères qui ont lu trop de mauvais bouquins de psy et qui deviennent sacrificielles, qui pensent que parce qu'on est maman, on n'a plus le droit d'avoir envie de faire pipi. D'accord ? Et qui finissent par laisser au petit la conviction que la mère est un objet à son service. Et puis il va étendre au reste du monde. Et comme en plus, Monsieur Danone veut lui vendre des yaourts, et que Monsieur Machin le drague pour qu'il achète ou qu'il fasse acheter tel ou tel produit, que sur les sites de rencontres amoureuses, on prend, on jette comme des mouchoirs, ben quoi, et que sur Facebook, on s'invente des avatars absolument prestigieux,
l'enfant qui grandit, qui va devenir un adolescent, un jeune adulte, il voit pas où est le mal, quoi. Hein, parce qu'on est quand même dans une société qui est pas mal un moule à ça quand même. Hein. On est dans une société consumériste et déshumanisante. Donc voilà, ça c'est la deuxième origine possible. Est-ce que la perversion narcissique est génétique ? C'est un peu complexe pour être génétique. Est-ce qu'il y a des facteurs tempéramentaux ? C'est possible. Là, j'en sais rien. Je préfère me taire, j'en sais rien. Bien. Donc, merci beaucoup. On fait une pause. Quelle heure est-il ? Voilà, jusqu'à 30 grands maximum. Donc, à 30, on reprend. Si vous voulez aller commander des boissons, vous pouvez bien sûr les prendre ici. Même un repas, si vous avez faim, vous pouvez le prendre ici. Donc, à savoir, quoi d'autre ? Oui, à 30, on reprend. Hein, je vais faire passer un cahier sur lequel vous pourrez marquer votre nom, vos questions. D'accord, elles ont un... Oui, Nathalie. Est-ce que le pervers narcissique est conscient de l'aide, justement ? C'est ça qui m'épate. Alors, j'ai du mal à... J'ai pas entendu la question. est-ce que le pervers narcissique est conscient de l'être ? Donc, tu tiens le micro ? Donc, conscient de faire du mal ? Oui. Est-ce qu'il jouit consciemment ? Oui. C'est pas une pollution nocturne. Est-ce qu'il est conscient d'être pervers narcissique ? Non. Enfin, il met sûrement pas ce mot-là. Est-ce qu'il est conscient d'être hors la normalité ? Probablement, mais dans cette espèce d'image de lui-même illusoire, où il est aux marges de l'humanité, mais à la marge supérieure, quoi. Voilà. Donc, moi contre le monde entier, moi le plus beau tous des cons, ou moi la plus belle, ou la plus victime d'ailleurs, hein, parce que je vous ai pas déployé tous les masques, mais il y a des pervers narcissiques qui vous accrochent à travers un masque victimaire, définitif et permanent, et qui vont vous pomper toute votre énergie parce qu'il y a toujours un truc qui va te traviole. Il y a aussi des pervers narcissiques dont le masque est la générosité. Alors une générosité qui fait du bruit et de la pub, hein. Mais voilà, et comment pourrait-on suspecter cette sainte femme, ce saint homme, d'être un pervers narcissique ? Et donc ça veut dire qu'il y a un pervers narcissique et des proies potentielles. C'est Oui. Pas, le pervers narcissique ne se révèle pas juste une fois dans une rencontre, dans une relation. Ça c'est vraiment une grande question. Alors, redites-le plus fort parce Plus que fort, ça, c'est Nathalie. trop long. D'accord. Alors donc je disais, est-ce que ça veut Encore, dire, plus fort. Ça veut donc dire qu'il y a un pervers narcissique et des proies, ou alors est-ce que le pervers narcissique peut se révéler l'être parce qu'il y a dans une rencontre, dans une relation donnée, et qu'il ne l'est pas tout le temps en fait. Alors ça, c'est une bonne question, et c'est une question qui va au-delà de mes compétences de clinicienne, puisque c'est une question d'épidémiologie, hein, donc de répartition sur la totalité des gens. Et alors je vais essayer de répondre, mais à partir de là où je suis, comme on dit en philosophie, et pas en épidémiologue, j'en sais rien. En plus, on est très très embêté pour les compter, parce que le seul endroit en psychiatrie où on fasse de l'épidémiologie et de l'étude de prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas par tranche de population, c'est le DSM, en anglais dans le texte, le Diagnostical and Statistical Manual, j'essaye même pas de vous dire avec l'accent. Et dans le DSM, il n'y a pas d'entrée pervers narcissique, il y a une entrée pervers. Bon. De ce que j'ai vu dans mon petit cabinet, dans un petit endroit de la région parisienne, j'ai beau travailler depuis 25 ans, c'est quand même un échantillon extrêmement réduit de population. Et puis dans ma vie aussi, j'ai 37 ans. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. C'est que il y a effectivement des gens qui sont
à peu près normaux et qui, effectivement, au décours d'une relation particulière ou d'un événement de vie particulier ou d'une période de vie particulière, se mettent à montrer des caractéristiques perverses narcissiques grand 1, et puis ça s'apaise. Il y a des gens, quand on remonte, en plus, mes remontées de biographie sont toujours indirectes, hein, puisqu'ils ne viennent pas s'asseoir en face de moi. Quand on remonte les biographies, il y a des gens qui ont l'air d'être abonnés à ça depuis qu'ils ont 3 ans. On retrouve des caractéristiques encore et encore. Comment je vais dire ça, ma dernière tentative en date, c'est d'avoir comme cliente une conjointe d'un homme dont je suis à peu près sûre, donc elle est mariée à un homme dont je suis à peu près sûre qu'il est pervers, mais il est au début de ce qui semble être une évolution perverse. Et donc, comme elle n'a pas une farouche envie de divorcer, on a fait le pari toutes les deux qu'on allait s'encorder pour l'empêcher, pour essayer d'endiguer le flot. Mais elle est au courant et on est d'accord toutes les deux que là, c'est une expérience et que si ça ne marche pas, il n'y a plus qu'à en tirer les conséquences. Voilà. Mais elle n'a pas envie de divorcer et moi, je me dis, c'est peut-être contenable. Voilà. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est que il est impératif de ne pas laisser aux proies l'illusion qu'elles vont changer le pervers. Parce que le syndrome de la Belle et la Bête, vous savez, j'épouse un affreux monstre, mais comme je suis tellement une princesse merveilleuse et gentille, je vais le transformer en prince charmant. Ça marche peut-être dans les contes de fées, ça ne marche pas dans la réalité. Et aussi longtemps que la proie a le moindre espoir qu'il va pouvoir changer quelque chose à la situation, elle reste piégée. Donc l'espoir est toxique. C'est affreux, hein, parce que ça fait de moi une ratisseuse d'espoir, c'est vraiment pas... Enfin, j'aime pas ça, mais vraiment c'est une mesure de santé publique. Hein. Donc n'imaginez pas que parce que vous êtes... En plus c'est le contraire, plus vous allez être, allez je vais parler au masculin, généreux, compréhensif, gentil, tolérant, gna 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 gna, plus l'autre va premièrement en profiter, deuxièmement vous détruire parce que vous montrez des qualités dont il est jaloux. Pas d'espoir chez les proies, c'est toxique. Autre question. Non, c'est pas une question. Un témoignage. D'accord, alors... Parfait. Moi, je voulais parler, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du sentiment de culpabilité permanent chez la proie. Alors, tant qu'elle est avec son pervers narcissique, le pervers narcissique lui a dit que tout était de sa faute, et quand elle a réussi par bonheur à s'en sortir, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai été assez bête pour ne pas m'en apercevoir et pour m'être laissé manipuler aussi longtemps. Et après, une fois qu'on s'en débarrasse, on a quand même une sacrée envie de se venger. Voilà. Un commentaire là-dessus ou c'était juste un témoignage? Non, c'était juste un... D'accord. J'en suis là, à ce point-là. Un autre témoignage? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que les pervers narcissiques qui mettent sous emprise? Oui. 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 Induisent des relations d'emprise, 3 types de personnalités, ne me faites pas développer, ou alors vous êtes là jusqu'à demain matin. Il y a 3 types de personnalités pathologiques qui induisent des relations d'emprise. Ce sont les pervers narcissiques, les personnalités obsessionnelles, ce sont des grands marrants aussi, et les personnalités paranoïaques, qui sont eux aussi des gens absolument délicieux. Et au niveau du parano, il y a des degrés dans le parano. Quand je vous avais dit qu'elle allait me faire développer. Donc la personnalité paranoïaque. Oui, il y a des degrés dans la paranoïa. La paranoïa est une structure psychotique.
Soyons clairs. Alors, je vous le parle pas de la petite parano du quotidien. Elle m'a regardé de traviole, c'est qu'elle m'en veut. Hein. Ça, c'est tout le monde. La personnalité paranoïaque est une personnalité psychotique. Alors, elle peut être livrée sous 2 formes, en brique ou en bouteille. En brique, c'est juste une personnalité paranoïaque non décompensée. Classiquement, les caractéristiques de la personnalité paranoïaque sont méfiance, orgueil, psychorigidité, fausseté du jugement. C'est-à-dire que déjà là, ça tourne pas rond, tout est dirigé pour eux, contre eux, machin, ils sont un peu persécutés. Mais sont des raids, pas marrants, persécutés, orgueilleux. Dans mon bouquin, je développe sur les différences avec les pervers narcissiques. Il y en a, mais elles ne se sautent pas à la figure. C'est une différence un peu fine. Voilà. Mais jusque-là, ça reste encore des gens dans le champ de la normalité. Et puis après, il y a les personnalités, les paranoïaques décompensés. Donc eux se retrouvent à l'hôpital psychiatrique, sous médicaments, parce qu'ils sont persuadés que leur voisin d'à côté, quand il prend sa douche et qu'il y a une partie de la vapeur d'évacuation qui passe par les conduites, leur envoie du gaz phogène, qui est le gaz des tranchées de 14, dans les canalisations pour les tuer. Et que d'ailleurs, leur voisin du dessus, qui est un petit couple assez actif sexuellement, fait du bruit en faisant l'amour, parce qu'il a vérifié quel jour il doit se lever tôt, parce que le lendemain, il faut qu'il rende un truc au boulot. C'est spécialement pour lui. Voilà. Et puis, il va même jusqu'à imaginer que Vénus, à chaque phase de rétrogradation dans son système astral, lui envoie des ondes à lui particulièrement. Et là, on se dit, ah oui, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Voilà. Et du coup, l'obsessionnel Oui, du coup, je suis intéressée pour voir l'obsessionnel, puisque c'est aussi... C'est quoi la question? C'est quoi une personnalité obsessionnelle? Vous venez d'expliquer pour le paranoïaque. Alors, les personnalités obsessionnelles sont des gens... Alors là, on est du côté de la névrose. Donc même décompensé, c'est beaucoup moins grave. Ça ne veut pas dire que c'est moins invalidant. Mais c'est moins grave parce que jamais ils vont vous raconter qu'il y a des ondes des choses tout à fait... aucun martien ne s'enfuit avec les pantalons jaunes, rien de tout ça. Cependant, ce sont des gens qui essayent de se défendre d'angoisses diverses en étant tellement hyper structurés et hyper contrôlés que ça leur mange toute la vie. Hyper structurés dans la façon de penser, dans l'agenda, dans la façon de ranger, dans la façon de ranger leur environnement, dans la façon de vérifier qu'ils ont fermé la porte du frigo. J'ai fermé la porte du frigo 12 fois de suite. Voilà. Et qui sont barricadés par rapport à leurs émotions. Voilà. Ce sont des gens qui sont dans une tentative de contrôle absolu de leur environnement. En réalité, ce qu'ils cherchent à contrôler, c'est les petits gremlins d'angoisse à l'intérieur. Mais ils essayent de contenir ça en contrôlant l'environnement. Donc vous comprenez bien que quand on vit avec quelqu'un qui essaye à ce point de contrôler l'environnement, si vous faites partie de son environnement, vous allez être contrôlé et tout. Mais c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour qu'il n'y ait rien qui dépasse tellement l'angoisse qui guette derrière est féroce. Et c'est en ça qu'ils mettent les autres sous emprise. Voilà, en cherchant à contrôler. Parce que le contrôle, c'est un mécanisme auquel il s'accroche comme un noyé s'accroche à sa planche de survie, quoi. Donc, et ce sont des gens effroyables à vivre, hein, et qui se pourrissent la vie. Les rituels de vérification, quand on met 3 heures à sortir de chez soi et que on peut serrer la main de personne, n'y toucher rien parce qu'il y a des microbes. Voilà, il y a des névrosés obsessionnels qui n'arrivent plus à vivre. Voilà, c'était un petit détour par... Une petite question là. Oui.
Oui, qu'est-ce qui se passe quand deux pervers narcissiques se rencontrent? Est-ce que le plus fort de l'autre, le plus pervers... Ouais. Mais est-ce que le plus pervers de l'autre que non, le c'est plus à tour pervers... de rôle, c'est ensemble, il y a des couples pervers. C'est effroyable. Mais ils se détruisent pas. Oh bah ils se détruisent, mais ils se détruisent dans une espèce de feu d'artifice de jouissance mutuelle qui au fond est assez sympa. Voilà. On peut... Si, bien sûr, ils se détruisent, chacun se plaint de l'autre, ils sont effroyablement destructeurs. J'ai bien peur que de temps en temps ils se reproduisent, et là, bonjour pour les enfants. Mais en même temps, qu'ils s'amusent entre eux, quoi. Enfin, je veux dire, l'un fait jouir l'autre qui fait jouir... Enfin, c'est un peu comme les gens qui ont une sexualité sadomasochiste extrême, où au final, les deux sont d'accord. Bon, il y a du sang, mais les deux sont d'accord. Bon. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais... Bah oui, c'est violent, mais... Voilà. Donc oui, ça existe, les couples pervers. Deux pervers... Alors, oui, si, autre chose sur la collusion entre les pervers, ça, c'est important dans les organisations, les entreprises, les organismes publics, les groupes. Hein. Alors, j'ai une autre casquette, c'est que de temps en temps, je suis formatrice consultante, notamment pour la fonction publique. Et en général, pas systématiquement, mais en général, quand je repère un pervers narcissique, il y a un nid. Il y en a 2, 3, 4, 5. Alors, on ne les voit pas tout de suite. Mais voilà. En général, quand il y en a un, il y en a plusieurs. Est-ce qu'ils se choisissent entre eux? Probablement, ils se cooptent, ils surniflent. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. C'est peut-être comme les puces avec les chats, ils se reproduisent, je ne sais pas. Non, mais ça, plus sérieusement, je ne sais pas. Mais en général, quand il y en a un, il y en a plusieurs dans les organisations. Et une organisation qui va bien, ou une équipe qui va bien, puis qui d'un coup, qui va mal, sans qu'on comprenne pourquoi, ça vaut le coup de chercher le pervers. C'est pas toujours ça, hein, mais ça vaut le coup de se poser la question. Bien, donc 2 dernières questions puisqu'il est l'heure. Alors, après, voilà, d'abord le monsieur. Monsieur, je vous en prie. Merci. Pervers narcissisme et isolement, tant du point de vue de la proie que d'ailleurs de celui qui est pervers narcissique. Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement de particulier? On a, au travers de ce que vous avez dit, eu l'impression que la proie est de plus en plus isolée. Mais il me semble aussi que le pervers narcissique, du fait de sa personnalité, s'isole aussi, lui, de plus en plus, ou pas du tout? Non. Le paranoïaque s'isole, l'obsessionnel s'isole. Le pervers narcissique s'isole pas, il a besoin de milieu, il a besoin d'un fan club, il a besoin qu'on lui dise qu'il est formidable. Il va pas s'isoler. Mais il est insupportable. Ah bah, il y a du turnover, il y a du turnover dans l'entourage. Pas mal, mais il s'isole pas, il a besoin d'un public. Il a besoin de mettez un acteur un peu cabot à méditer dans le désert, il se déprime au bout de 2 mois. C'est pas possible. Il a besoin d'un public, il a besoin d'un fan club, il a besoin de quelqu'un pour lui dire « Oh, maître du corbeau, comme vous êtes... » Il a besoin. Donc non, il s'isole pas. Il isole sa proie, par contre. Il isole, il pompe, il fiche en l'air, il jette et au suivant. Oui, parce qu'en général, il a une ou deux proies, mais il ne fait pas tout le monde comme proie. Alors, il n'a pas tout le monde comme proie, mais j'en connais qui sont polytoxicomanes quand même. Hein. J'en connais qui sont polytoxicomanes quand même. En général, il a une et une seule proie. Mais j'ai sous le nez des exemples de personnes qui en ont plusieurs à la fois. Alors, dernière question. Donc, oui, tu laisses. Voilà, puis... Alors, bon, il va falloir vous mettre d'accord. Courte, vas-y. Question, c'est moi. Question courte, voilà. Est-ce que les personnalités anxieuses aussi peuvent mettre sous emprise? Parce que vous avez dit les obsessionnels, les paranoïaques. Est-ce que les anxieuses mettent aussi sous emprise? Bonne question. Alors, je vais vous répondre à mon inimitable façon, puis après je vais répondre un peu plus sérieusement. Non, les anxieux, ils mettent pas sous emprise, ils sont juste chiants. Donc, non, les anxieux mettent pas sous emprise parce qu'ils n'ont pas le même de survie que l'obsessionnel à contrôler. Cependant, ce sont effectivement des gens contrôlants parce qu'ils ont tellement peur que il faut, voilà. Et donc ça donne des gens un peu difficiles à vivre. Mais un obsessionnel, vous n'arrivez pas à le calmer.
Un anxieux, vous fichez pas de lui, jamais, et vous lui dites gentiment, t'inquiète, ça va aller, et vous lui montrez que ça va aller, et vous vous montrez fiable, et il se calme, et il devient vivable. Et puis, en plus, quand vous partez en camping avec un anxieux, vous avez toujours le papier toilette, le tire-bouchon. C'est pratique. Dernière question. Désolée, on pourrait continuer encore et encore. Je vous en prie. Oui, du coup, c'est par exemple au travail, si on est entouré d'un nid de pervers narcissiques, ou même d'une, comment on fait il faut être indifférent ou... Comment on fait? Oui. On se tire. Mais si on peut pas, enfin, là, en attendant, on fait... Alors, oui. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Je vais vous faire une réponse, mais je suis aussi attentive à ne pas promouvoir des choses qui sont toxiques pour la santé publique. On peut survivre un certain temps à côté d'un pervers narcissique, mais je ne veux pas promouvoir l'idée qu'on pourrait survivre trop longtemps. Ça, c'est toxique. C'est pas vrai. Ils vous auront à l'usure. Donc, quelle conduite à tenir face à un pervers narcissique? Elle tient en 3 mots. Se tirer. Voilà. Partir loin, vite. Le repérer et partir. Bon, maintenant, quoi faire quand on ne peut pas partir tout de suite ou quand on ne peut pas partir tout court? On en parlait tout à l'heure à la pause. On peut repérer de qui il s'agit, repérer que les pervers narcissiques sont des gens incroyablement prévisibles. Je suis très touchée et en même temps, ça me confirme encore et encore. Les gens qui lisent mon bouquin ou qui m'entendent et qui me disent « Oh, c'est tout à fait ça, on dirait, ouais, machin ». Ils sont prévisibles. Donc, les prévoir et occuper une posture de distanciation, comme on dit dans le théâtre de Brecht. Ça, c'est juste pour montrer que je suis cultivée. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu jouer des pièces de Bertolt Brecht, mais délibérément, les acteurs jouent comme des pieds. Mais c'est délibéré. À quoi ça sert? Ça sert à ce que le spectateur ne soit pas emporté par l'émotion du jeu de l'acteur, mais à ce qu'il puisse voir la structure des relations et de l'action qui est en train de se produire. Yes? Eh bien, devant un pervers narcissique, devenez un spectateur brechtien. C'est-à-dire occuper une posture de distanciation. D'accord? Juste, ne vous prenez pas pour Superman. Même ça, ça use. Vraiment, ça use vraiment. Hein? Ça va? Je vous ai bien planté l'espoir, là? Bien comme il faut. Ou alors, si le pervers est déboulonnable, glissez suffisamment de peau de banane pour qu'il soit déboulonné. C'est une autre possibilité. Il peut se soigner? Il va des fois faire un... Non. Non, il ne va pas en psychothérapie et c'est terrible parce que c'est aussi une personne malade. Voilà. Juste, j'en rajoute pas dans le pathos parce que comme en général les proies sont des bisounours, si j'en rajoute dans le pathos, je contribue à l'emprise sur les bisounours. Mais ce sont des gens malades et ce serait formidable qu'ils se soignent. Mais leur maladie est ficelée de telle sorte que tout est circulaire et que tout est coincé avec tout. Les pervers narcissiques vont quelquefois se faire soigner au même moment que les paranoïaques vont quelquefois se faire soigner quand ils sont gravement déprimés. Là, s'ouvre une fenêtre de tir, le psy il a intérêt à être bon, hein, parce que ça ne va pas être ouvert longtemps. Il y a un tout petit peu d'espoir là, mais non, ceux qui viennent s'asseoir en face de moi, c'est les proies, c'est pas les prédateurs. Bien. Alors, on a l'habitude de terminer à l'heure parce que certaines personnes ont prévu de prendre le métro ou autre. Il est, me semble-t-il, 22h légèrement passé. Très rapidement, à la demande, d'abord, je crois que c'est bien mieux. D'abord, je crois qu'on peut à nouveau t'applaudir et te remercier.